On a une question, on va tenter d'y répondre ensemble sur ce plateau. Et si le détroit d'Ormuz était en fait la véritable bombe de Téhéran, l'équivalent, voire plus, de son industrie nucléaire, au point peut-être d'accepter de la mettre dans la corbeille des négociations avec les Américains? Car depuis le début de cette guerre, le régime a découvert qu'il disposait d'un pouvoir ultime, capable de mettre à mal l'économie mondiale. Écoutez cette déclaration faite hier par l'un des plus proches conseillers de Mojtaba Khamenei. La question du détroit d'Ormuz revêt une importance capitale. Nous avons négligé cette aubaine pendant des années. En réalité, le détroit d'Ormuz est un atout aussi puissant qu'une bombe atomique. Contrôler une zone qui, si elle est fermée, peut affecter l'ensemble de l'économie mondiale. C'est une capacité énorme. C'est une capacité que nous avons acquise grâce à cette guerre. Et nous ne la céderons en aucun cas. Jean-Paul Chagnollo. Les Iraniens ont découvert qu'ils avaient un pouvoir mondial énorme, incroyable. C'est mieux que la bombe nucléaire, c'est mieux que le nucléaire. Ça fait partie des quelques effets pervers essentiels de cette guerre. Et qu'est-ce que c'est qu'un effet pervers au sens sociologique du terme? C'est en fait, on cherche un résultat et on obtient exactement son contraire. Et cette guerre a multiplié les effets pervers. Et celui-ci en est un exemplaire, puisqu'au fond, cette question ne se posait absolument pas. Tout le monde l'a dit et répété, c'est une évidence. Et maintenant, c'est une arme stratégique essentielle. Et à mon avis, ils vont pas la lâcher. Ils vont sans doute rouvrir si les négociations aboutissent. On va savoir ça bientôt. Mais ils pourront certainement, à mon avis, vouloir garder le contrôle, par exemple, pour garder la possibilité de mettre des péages. Donc, on n'en a pas fini d'entendre parler, à mon avis, de cette affaire d'Ormuz, même si on débloque. Il y a deux choses distinctes. Le déblocage est une chose. Le contrôle en est une autre. Pas par hasard s'ils ont monté, vous l'avez noté dans votre fil rouge, une agence qui va gérer la gestion de ce détroit. Donc effectivement, ils ont découvert ça. Ce qui est Donc c'est sur le long terme. Ce qui est bien sûr, ce qui est hallucinant, c'est que les Américains, comment il s'appelle, Donald Trump n'est pas, alors qu'il avait le nez sur la vitre, mais il n'a pas vu l'évidence de cette dimension géographique. Voilà. Ou alors peut-être que ceux qui étaient pressés de rentrer en guerre face à l'Iran n'ont pas voulu. Les États du Golfe, y compris les Émirats, avant la guerre, donc avant le 28 février, ont bien dit à Trump que parmi les dangers de cette affaire, il y avait le risque d'un blocage du détroit d'Ormuz. Donc c'était connu de tout le monde, sauf sans doute de Donald Trump. Même je pense que les militaires américains avaient certainement conscience de l'impasse que cela pouvait représenter dans un conflit de cette nature. Mais c'est assez extraordinaire, parce qu'au moment même où les Américains mettent la pression sur l'Iran, sur le nucléaire, sur ces 440 kilos, pour mettre la main dessus, l'Iran se dit aujourd'hui, en fait, bon, le nucléaire, tout le monde nous tape dessus. Et si on le mettait un temps de côté, parce qu'on a mieux, on a pire que le nucléaire, on a le détroit d'Ormuz, et on peut mettre le monde à genoux. Si on prend en termes de destruction de valeur globale, certes la bombe nucléaire ça fait peur, c'est une immense explosion et ça tue beaucoup de gens. À condition de s'en servir. Voilà, et c'est quelque chose qui est très difficile d'utiliser parce que vous vous exposez immédiatement à une réplique, et si l'Iran était effectivement doté de la bombe nucléaire, eh bien il deviendrait une cible potentielle, et de toute évidence, il n'a pas vraiment des capacités de frappe en second qui lui permettraient d'avoir l'assurance vie qui est la condition dans la stratégie nucléaire pour pouvoir former un équilibre. Donc déjà, c'est quelque chose qui est plus difficile. Là, l'exemple nord-coréen n'est pas vraiment une analogie propre, parce que Pyongyang avait une dissuasion conventionnelle sur Séoul, parce que les deux pays étant très proches, il y avait plus de 1200 pièces d'artillerie braquées en permanence sur Séoul. Pyongyang ne contrôle pas une partie de l'économie. Voilà, et donc là, en termes de destruction, c'est bien plus efficace, et c'est un poison lent, donc qui ne provoque pas de réaction immédiate comme la bombe nucléaire. Donc ça n'expose pas à des répliques stratégique. Simplement, je voudrais quand même noter que il faut voir la situation en termes de dynamique, de trajectoire.
les Américains savaient très bien qu'il n'y avait pas de blocage avant. Mais ce qui permet maintenant le blocage, c'est la révolution aérobalistique, donc les drones et les missiles de croisière et balistiques qui permettent de saturer des défenses et de toucher beaucoup plus loin à un coût bien moindre. Donc ça veut dire que plus d'États peuvent se le permettre. L'Iran, par rapport à juin, a déjà énormément augmenté ses capacités balistiques. Donc si dans 2 ans, il y avait eu une crise, le détroit était encore moins débloquable et peut-être que ça rentre en compte dans le calcul américain de dire il faut peut-être agir maintenant parce que dans 2 ans, ça sera tout bonnement encore plus impossible parce qu'il y a bien des renseignements. On savait où vous allez en venir stratégiquement, opérationnellement. Alors, on verra tout à l'heure, visiblement. C'est une hypothèse, mais c'est peut-être une manière de raisonner. La bataille navale de ces dernières 48 heures n'a peut-être pas été un véritable succès, en tout cas bien moindre que ce que veulent bien dire les Américains. Mais restons sur la découverte non pas de la poule aux œufs d'or, mais d'un pouvoir gigantesque. Autre sonore, autre témoignage, cette fois là aussi d'un des proches du guide Khamenei. Même pas peur, même plus peur contre les pays qui pourraient vouloir mettre des sanctions sur l'Iran avec ce détroit. Tout ça, c'est fini. Nous n'aurons certainement plus à faire face à ce problème des sanctions, car le détroit est désormais sécurisé. Compte tenu du comportement récent de Trump et des ennemis de la vérité, ainsi que de notre propre position, le détroit a été solidement sécurisé. Je ne pense donc pas que nous rencontrerons de problèmes sérieux. Et oui, Hélène, qui va vouloir sanctionner l'Iran au péril de sa flotte et d'une partie de son économie? C'est ce qu'a découvert l'Iran, en fait. C'est la puissance de cet outil. Alors, c'est vrai qu'il parlait de bombes nucléaires. Le propre du nucléaire, c'est vraiment la dissuasion. Jusqu'à maintenant, je pense que... De ne pas s'en servir, vous avez raison. Effectivement. Et je pense même que les États-Unis, bon là, qui ont passé ce cap, qui sont intervenus, les futures administrations américaines y réfléchiront à 2 fois, justement, avant de mener d'autres opérations, parce que les conséquences derrière, elles sont gigantesques. Donc, c'est effectivement, tout le monde va se poser la question. Après, on est quand même face à une parole aussi en temps de guerre qui accentue le trait, mais c'est vrai que ça va créer, je pense, des réticences et par rapport à ce détroit, effectivement, on prend des mesures contre l'Iran. Le risque, c'est de voir maintenant ces bateaux sanctionnés, bloqués. Alors, pour l'instant, la circulation n'est pas rétablie. Il y aura aussi le côté omanais, mais c'est vrai que le pouvoir de nuisance de l'Iran, qui a découvert la puissance de cette carte maîtresse, va être un problème pour tous ses adversaires, et y compris même ses alliés. Je lisais les chiffres ce matin, c'est édifiant. 22 000 marins bloqués à l'heure actuelle dans le détroit d'Ormuz. 1500 navires. L'Iran, bloqué. Tout puissant. Est-ce que l'on pourrait imaginer l'Iran concéder un peu de nucléaire aux Américains dans ces négociations? On va en parler dans un instant. Mais de garder le contrôle. On se souvient d'un Donald Trump qui nous disait... Moi, je m'en fiche du détroit d'Ormuz. Je ne suis pas concerné par le détroit d'Ormuz. C'est pas mon problème. Voilà, il pourrait avoir sa victoire, Donald Trump. Écoutez, je regardais la presse iranienne et il disait justement à propos donc du contrôle du détroit, il disait désormais nous allons gagner par année plus de 80 milliards de dollars. Donc pour eux, n'oublions pas, la recette pétrolière iranienne, c'est 46 milliards de dollars. Donc, effectivement, selon leurs calculs, sera le double. Et d'une part. D'autre part, c'est de la piraterie internationale. Ne soyons pas tranquilles avec, effectivement, un aspect un peu plus doux, plus mouillé. C'est parce que c'est dans le détroit par rapport à la bombe, etc. Le régime iranien, c'est comme des brigands au niveau international. Eh bien, tout ce que lui... Du côté Trump, c'est comparé à des pirates. Mais d'accord, mais néanmoins, effectivement, je veux dire, le régime iranien, c'est dans sa nature. Donc, effectivement, il a toujours cette idée d'expansionnisme, si vous voulez, et que le détroit fait partie, effectivement, de ce que lui, il a gagné dans cette bataille. Donc, il va pas lâcher comme ça. Et d'autre part, est-ce qu'il... Mais alors, justement, la question, elle est là. Est-ce que les Iraniens pourraient lâcher sur le nucléaire? Pas civil, non. Mais... Non. Un peu militaire sur l'uranium, parce qu'ils savent que c'est le Graal pour Donald Trump, c'est peut-être la possibilité pour l'Amérique de sortir de cette guerre en échange d'un contrat, d'un deal. Trump aime les deals sur le détroit d'Ormuz. Vous savez, ayons un peu de mémoire quand même.
il y a un peu plus de 10 ans, en 2015, il y a eu un accord qui a complètement verrouillé, le nucléaire, oui. avec surtout une dimension... Que Trump a fait sauter. Comment ? Que Trump a fait sauter. Que Trump a déchiré, comme ça, brutalement, et que là, aujourd'hui, de manière pathétique, il essaie de retrouver le chemin d'une négociation qui aboutirait à quelque chose qui sera sans doute moins intéressant, moins équilibré que l'accord en 2015. Mais il a déchiré. Mais un point important, c'est que lorsqu'on a signé cet accord en 2015, il y avait une institution qui a joué un rôle majeur dans les années qui ont suivi, jusqu'en 2020 à peu près. Après, à partir de 2018, c'était de plus en plus difficile. Je parle de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il y avait très régulièrement des rapports très précis, moi, que je connais bien pour les avoir étudiés. Ces rapports nous disaient en 2007, 2017, 2018 que les Iraniens acceptaient et remplissaient leurs obligations. À partir de 2019, c'est-à-dire un an après la déchirure, ils ont évidemment considérablement augmenté le taux d'enrichissement pour arriver à ces fameux 450 kilos. Donc il faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que on parle aujourd'hui en 2026 de quelque chose qui a été négocié pendant des années en plus pour aboutir à un accord. Donc il a été possible d'arriver à ça. Aujourd'hui, les conditions sont beaucoup plus difficiles et les Iraniens sont finalement beaucoup plus en position de force peut-être aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2015. Et donc la déchirure de 2018 est à mon avis une erreur stratégique. Mais est-ce qu'il pourrait justement lâcher un peu sur le nucléaire ? Je reviens à ma question. Et tout prendre sur Hormuz, même si on l'écoutera, Marco Rubio, le secrétaire, Marco Rubio a dit c'est absolument inadmissible. Il y a plusieurs choses. Il peut lâcher sur les 450 kilos. Ils l'ont dit, enfin à plusieurs reprises, en diluant par exemple ces 450 kilos, donc en diminuant le taux d'enrichissement. Ça c'est une question. Mais l'autre question, c'est est-ce qu'ils vont lâcher sur le programme nucléaire ? Ça c'est une autre affaire. Jusque-là, ils parlent simplement d'un moratoire. J'ai entendu Didier Jadi qui a dit ils garderont les deux. Non, mais justement, moi je pense qu'ils peuvent lâcher l'un. Ils sont si forts. Ils peuvent lâcher l'un qui serait les 450 kilos, mais ils pourraient être en position de garder l'essentiel, c'est-à-dire la possibilité de continuer par la suite. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui les conditions d'un règlement sont beaucoup plus difficiles pour les Américains qu'ils ne l'étaient en 2015, quoi. Pardonnez-moi, juste un élément. N'oublions pas, il y a l'histoire de 450 kg de l'uranium enrichi à 60 degrés, n'est-ce pas ? Et 60, pourcentage. Mais il existe également une grosse quantité à des degrés plus, disons, les plus faibles, si vous voulez là. C'est-à-dire les 40, disons, %, mais également 20%, etc. Donc la totalité, le régime veut les garder. Et il a dit, et les responsables, ils le répètent, on va jamais envoyer à un autre pays, y compris la Russie également, c'est rejeté par le régime iranien. Donc effectivement, quel est son intérêt de lâcher effectivement disons le nucléaire là ? L'objectif du régime, c'est de continuer effectivement de l'enrichissement de l'uranium au-delà de ce qui est demandé pour l'activité civile, si vous voulez, car juste une question. Pourquoi le régime, il a dissimulé? Il est monté jusqu'à 60%. Et d'ailleurs, un des rapports, effectivement, de l'agence évoquait les traces de 80% également là. Donc le régime, effectivement, il va jamais lâcher. Même s'il va vous signer avec vous un traité, n'oubliez pas, il est en train d'organiser son activité clandestine pour faire de l'uranium enrichi afin d'avoir une bombe. Alors, c'est ce soir ou jamais, si l'on en croit les dernières déclarations de Donald Trump. Soit l'Iran accepte les conditions américaines, soit les États-Unis reprendront les frappes sur le pays avec une puissance encore jamais utilisée. Dixit, le président américain, dernier ultimatum fixé par la Maison-Blanche, ignoré par l'Iran. Je vous propose de voir où nous en sommes en quelques sonores. Je devrais recevoir une lettre de la part de l'Iran ce soir, donc on verra bien comment ça se passe. Nous attendons leur réponse. Nous allons voir ce qu'ils diront. Nous espérons que cela nous permettra d'engager un réel processus de négociation. J'ai présenté le sujet à mes collègues. Cette question est toujours en cours d'examen. Le délai qu'ils m'ont donné n'a pas vraiment d'importance pour moi. Nous faisons notre travail. Nous ne nous soucions pas beaucoup des délais ou des échéances. Hélène, assez extraordinaire que toutes ces positions en 52 secondes. On gardera peut-être la dernière, celle des Iraniens. Peu importe les agendas, peu importe la pression, on avance à notre rythme et on fait ce que l'on veut. Le message envoyé, c'est on a le temps
On va prendre le temps de répondre et donc Donald Trump peut attendre la lettre, il peut l'attendre encore un peu. C'est comme c'est. Vous la sentez pas pour aujourd'hui? On ne sait pas. Rubio l'espérait hier, il ne l'a pas eu. Encore une fois, pour aujourd'hui. Il y a les déclarations, puis il y a aussi tout ce qui se passe en coulisses. Il y a quand même des contacts diplomatiques. Axios expliquait que Jill Evans, par exemple, avait parlé au Premier ministre qatari. Donc, il y a toujours les Pakistanais qui essaient de faire une médiation. Donc, on imagine qu'en coulisses, ça discute. C'est vrai que ça paraît extrêmement lent. Donald Trump est impatient. Les Iraniens, justement, veulent prendre du temps, même si eux aussi, cette situation pèse sur le régime. Là, pour l'instant, on a du mal à voir ce qui pourrait débloquer. Les positions sont tellement divergentes. On a du mal à voir ce qui pourrait, dans la réponse iranienne, contenter Donald Trump à ce stade. On verra. Effectivement, aujourd'hui, on va tendre l'oreille. Alors, je regardais justement le compte de Donald Trump pour voir s'il a posté un message. C'est son heure. Pas encore. Pas encore. Écoutez, on va commencer à regarder parce qu'effectivement, en général, s'il se passe quelque chose ou si rien ne se passe, il commente l'actualité. Donc, on verra si aujourd'hui il perd patience parce que la lettre n'est pas arrivée. Pas sûr d'ailleurs que la résurrection entre guillemets du guide suprême qui va bien, nous dit Téhéran, fasse plaisir à Donald Trump. Cette discordance de temps, cette Amérique qui quémande presque un accord à Téhéran et accord qui ne vient jamais. Moi, je continue à penser, d'ailleurs depuis le début, que le temps joue pour les Iraniens, surtout avec ce qu'on vient de dire sur les détroit d'Ormuz, et que il y a un deuxième point qui me paraît essentiel, c'est que le rapport à la puissance militaire, il a un impact majeur. Lorsqu'on attend cette puissance, lorsqu'on craint cette puissance, on pense qu'elle va arriver. Mais lorsqu'elle est arrivée déjà, et qu'on en a vu les résultats, qui finalement n'ont rien changé de fondamental à ce jour, on verra sur d'autres des conséquences plus tard, bien évidemment la notion du rapport à cette puissance change complètement. On sait que même si on refrappe demain, so what, comme disent les Anglais, qu'est-ce qui va se passer de plus? On sera dans la même situation avec des destructions en plus, des morts en plus, c'est donc tragique. Mais sur le fond de l'affaire qui est politique, il n'y aura rien de neuf sous le soleil, si j'ose dire, ni sous le soleil du détroit d'Ormuz. Par conséquent, on reviendra aux mêmes bases, et c'est pour ça que les Iraniens sont en fait quelque part, ils sont chez eux et ils sont attaqués et donc au fond ils peuvent attendre, même s'il y a des pressions très fortes, notamment avec le blocus des ports iraniens. Mais pour l'instant c'est ça. D'où cette, comme vous disiez, ils attendent. Ils prennent leur temps pour répondre, étant entendu qu'à mon avis il y a deux lignes possibles si on y revient d'accord à mon avis.